Bonsoir à tous. D'abord, pardon pour ce léger retard. Nous avons un petit quart d'heure de retard parce qu'il a fallu régler nos problèmes de traduction simultanée. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude. C'est la première fois qu'un de ces lives de Mediapart reçoit une personnalité étrangère qui va s'exprimer en anglais. Donc, il a fallu régler tout ça. La personnalité étrangère, c'est Yanis Varoufakis. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Mediapart à dialoguer avec les journalistes de la rédaction, mais aussi avec des confrères et consoeurs économistes pendant 2 heures. Je ne vous cache pas, Yanis Varoufakis, qu'il a été beaucoup question de vous et de la Grèce et de Syriza et du premier gouvernement de Tsipras depuis le mois de janvier, depuis la victoire de Syriza aux élections législatives, la première victoire de Syriza aux élections législatives. Nous avons fait plusieurs lives ici, donc nous avons beaucoup parlé de vous et beaucoup parlé de l'espoir que faisait naître la Grèce un peu partout en Europe. Je vous présente vos interlocuteurs. Lénaïque Bredou, qui à Mediapart s'occupe particulièrement de l'exécutif français et de la politique française, et Ludovic Lamant, qui est notre spécialiste pour les questions européennes. À côté de moi, Edoui Plenel, que vous connaissez, qui est le fondateur de Mediapart. C'est vrai que la première question que je vais vous poser, on doit vous la poser beaucoup depuis que vous êtes arrivé à Paris, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir ce que vous en pensez. Les élections ont eu lieu en Grèce dimanche dernier, seconde victoire de Syriza et d'Alexis Tsipras, puisque je crois qu'ils ont perdu un seul poste de député au Parlement grec. Mais vous avez soutenu une dissidence de Syriza qui s'appelle Unité populaire, qui a fait moins de 3% et qui donc n'est pas représentée dans cette Assemblée nationale grecque. Quelle est votre réaction, quel est votre commentaire à ce qui peut être perçu comme un échec politique ? Well, let me just begin by saying how pleased I am to Tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis ravi d'être ici chez Mediapart. Médias indépendants. Les médias indépendants doivent être soutenus en Europe. C'est en effet l'avenir. Si nous voulons autre chose qu'un avenir sombre, il faut ce genre de médias. Et moi, je suis ravi d'être ici. S'agissant de votre question maintenant. Tout d'abord, je voudrais clarifier quelque chose. Je n'ai pas soutenu l'unité populaire, mais avant l'élection du 20 septembre, j'ai dit que je ne peux plus soutenir Syriza, et la raison est toute simple. Et ça, je le dis avec douleur. Je ne peux pas soutenir Syriza parce que Syriza a accepté la formation d'un gouvernement dont le but serait de mettre en œuvre un programme conçu pour échouer, comme ça a été le cas des gouvernements précédents d'ailleurs. En janvier, j'étais aux côtés de Syriza parce que nous disions que nous n'allions pas faire cela. C'est ça la raison. Dans ma communication aux citoyens et électeurs grecs qui m'ont soutenu au mois de janvier, j'ai dit, mettant de côté les misanthropes d'Aube dorée, mettons-les de côté pour l'instant. Donc, j'ai dit qu'il fallait soutenir n'importe quel parti démocratique de la gauche qui n'adopte pas la politique vouée à l'échec avant même d'être appliquée. Ainsi, je n'ai pas formé de politique pour Unité populaire. Je n'étais pas derrière Unité populaire. Le peuple grec a voté pour Tsipras, j'en étais certain. Et permettez-moi d'être assez cru, voire vulgaire dans mon explication. Si vous deviez choisir entre la torture par un bourreau enthousiaste ou la torture par un bourreau réticent mais qui craint d'être torturé à son tour, qui est-ce que vous choisiriez? Et pour vous, c'était ça la situation? C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui ont voté pour Syriza ont voté pour Syriza cette fois-là. La Syriza de la deuxième fois, ce n'est pas la même Syriza qu'au mois de janvier. Nous avons capitulé, le parti a capitulé. Après cette capitulation, le parti a été divisé. Il y a une partie qui est restée fidèle au gouvernement, donc fidèle au Premier ministre, et qui a participé à l'élection du 20 septembre. Il y a une autre partie qui a
former l'unité populaire. Et la troisième partie, la plus importante à mon avis, est composée de gens qui sont désespérés par la capitulation de leur parti et qui ne veulent pas aller à l'encontre de Tsipras. Mais en même temps, ils ne peuvent pas soutenir l'unité populaire. Et moi, j'ai beaucoup d'affinités avec ces gens-là, vous l'avez compris. Et ces gens-là regardent l'avenir avec beaucoup de crainte. Mais en même temps, ils veulent démarrer quelque chose de nouveau. Ludovic. Oui, est-ce que vous êtes si sûr de l'échec à venir de la politique de Syriza aujourd'hui ? On a suivi un peu la campagne là. L'un des arguments de Syriza, c'est de dire notamment qu'il y a encore de la place, une fois le mémorandum adopté, pour jouer un peu sur les règles, renégocier, interpréter certaines parties du mémorandum. Il y a aussi cette idée de la renégociation de la dette qui est toujours possible. Il y aura peut-être une fenêtre d'opportunité en novembre à Bruxelles, dans le débat européen. On va voir comment ça se passe. Est-ce que tout ça, c'est finalement, il ne faut pas donner un peu plus de temps à Syriza ? Et est-ce que vous ne tirez pas des conclusions un peu trop rapidement sur l'échec de Syriza aujourd'hui ? I don't think that I'm being rushing Je ne pense pas quick conclusions. que mes conclusions soient hâtives. J'espère que vous avez raison et j'espère avoir tort. Mais je sais que je n'ai pas tort. Et ce n'est pas parce que je suis particulièrement intelligent, mais il faut l'intelligence d'un enfant de 10 ans pour comprendre cela. Non pas l'échec de Syriza. Syriza n'est plus le Syriza d'origine. Il y a une division et ce serait formidable si on pouvait se rassembler. Donc je ne parle pas de l'échec de Syriza, du gouvernement ou de Tsipras. Le programme était voué à l'échec. Schäuble peut vous expliquer pourquoi, s'il n'y avait pas de caméra, Schäuble vous explique pourquoi c'est voué à l'échec. Le FMI a déjà dit que c'était insoutenable. Tsipras sait que c'est insoutenable. Euclide Tsakalotis, mon successeur au ministère de l'économie, sait aussi que c'est insoutenable, cette politique. Mais la renégociation et la dette, là, c'est deux points importants que je voudrais expliciter. Tout d'abord, il faut lire le mémorandum. Sur la première page du mémorandum, il est écrit que les autorités grecques s'engagent à travailler avec les institutions, mais comment ça? C'est incompréhensible. Autrement dit, il n'y a pas d'engagement envers des institutions, envers le gouvernement grec. Autrement dit, c'est un euphémisme, appelons ça le colonialisme. C'est comme l'Inde à l'ère britannique. Ils sont d'accord pour être d'accord avec Londres. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il n'y a pas de place pour la négociation. Les objectifs sont tous en place. Je parle des objectifs fiscaux, la création d'un fonds pour la protection des actifs publics, c'est en place. Ça ne fait pas l'objet d'une négociation. Les coupes dans les retraites sont fixées, ça y est. Et un gouvernement qui est élu selon un programme de cette mise en œuvre ne peut pas leur dire « Attendez, moi je veux renégocier ». Il y a plein de paramètres que l'on peut renégocier, réajuster. C'est comme si vous disiez « Bon, vous êtes engagé à perdre un bras. Choisissez le bras droit ou le bras gauche ». C'est ça, la possibilité de négociation. Pas plus que ça. Maintenant, la dette. Comme vous le savez sans doute, étant donné que vous avez beaucoup parlé de moi, vous savez que la dette constitue le problème numéro un dans mon esprit. C'est le cas depuis des années. Depuis des années, je dis que si on est dans une spirale de dette et de déflation et que vous avez des créanciers qui ne veulent pas restructurer la dette, eh bien la dette, c'est le problème. C'est une... Mais pendant des mois, on s'est vraiment battu. Hein. Et c'est notre seule réussite entre janvier et juillet. Nous avons réussi à forcer la Troïka à accepter le fait que notre dette n'était pas soutenable. Avant, ils disaient, oh, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien avoir cette dette. Mais on a réussi à leur faire comprendre que ce n'était pas le cas. Et par ailleurs, ils ont promis à réexaminer notre dette et à tenir une négociation. Ça, c'est une autre réussite de notre part. Cependant, pourquoi faut-il un allègement de la dette pour une nation, pour une entreprise même? Eh bien, un allègement de la dette est nécessaire pour que ce que l'on emprunte par la suite puisse diminuer, être plus faible. Il faut un allègement de la dette pour pouvoir fixer un objectif plus faible de service de la dette. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, vous ne pourrez pas attirer les investissements. Pourquoi? Parce que lorsque vous annoncez au monde entier qu'en 2018, vous aurez 3,5
4,5% d'excédent. C'est comme si on disait aux investisseurs, n'investissez pas. Pourquoi investir dans une économie, dans une activité de production qui commence à générer des profits en 2018 lorsque l'État va vous taxer pour récupérer un service de 3,5%. Et évidemment, il n'y a pas de revenus produits, on n'atteint pas les objectifs. Et le docteur Eichelberg regarde Tsipras et il dit, vous avez encore échoué. Mais encore une fois, c'était voué à l'échec, cette affaire-là. Donc, la dette ne sera pas remboursée, nous le savons tous. Il y aura un haircut, il y aura une restructuration, mais il y a deux façons de restructurer la dette. Tout d'abord, vous avez la méthode thérapeutique. Autrement dit, on fait ça en premier, comme ça, il y a des objectifs atteignables, on peut envisager la croissance, puis on peut repayer la dette, ou alors on peut continuer à reculer l'échéance, c'est exactement ce que la Troïka veut nous faire faire. À ce moment-là, les revenus baissent, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance, et puis à un moment donné, on ne paye pas la dette parce qu'on est tout simplement mort. Et malheureusement, c'est le second scénario qui a fait l'objet du gouvernement, et c'est pourquoi je ne le soutiens pas. Et encore une fois, c'est douloureux pour moi. Edoui. Pour continuer à nous faire les avocats du diable, nous avons publié une interview avec le secrétaire du comité central de Syriza, Dimitris Vitsas, que vous connaissez, qui dit deux choses en réponse à votre scénario. La première, c'est qu'il n'y avait pas de scénario alternatif au mémorandum, parce que sinon, les riches s'en sortaient. Cela aurait entraîné la faillite du pays, mais de plus, cela aurait épargné les grandes fortunes, aurait même accru le fossé qui existe déjà entre les riches qui ont placé leur argent à l'étranger et les classes populaires. Premier point. Et le deuxième point, qu'ils disent au nom de Tsipras, nous voulons lancer une autre politique parallèle qui permettra de soutenir les Grecs et de relancer la machine économique. Il défend l'idée qu'il y a la possibilité de s'appuyer paradoxalement sur l'accord pour, en soutenant le service public, en combattant la corruption, en jouant le redressement productif, inventer un autre scénario dans une stratégie du faible au fort. Que répondez-vous à ces deux objections? Tout d'abord, permettez-moi de me servir de votre question pour réaffirmer ma tristesse. Il faut que j'argumente contre des camarades. Nous sommes de vieux amis. Des camarades, au-delà de l'amitié même. C'est très, très attristant tout ça. Moi, ça me rend très triste. Mais voilà ce qui se passe lorsque l'on abdique, lorsque l'on capitule. Et puis que par la suite, on se lance dans un syndrome de Stockholm et on adopte le point de vue du bourreau. Le secrétaire du comité central de Syriza était Koronakis, jusqu'à très récemment. Koronakis a démissionné parce qu'il ne pouvait plus soutenir ce type de rationalisation exposée. Vitsas est arrivé pour remplacer le secrétaire qui a démissionné. Il faut le savoir, c'est important, et tous les gens de la gauche qui connaissent les divisions douloureuses savent de quoi je parle. Bon, cela étant dit, mettons ça de côté et je vais répondre à votre question. S'il est avéré qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que le mémorandum, eh bien, collectivement, avec Tsipras, nous devons nous exprimer devant le peuple grec et présenter des excuses parce que nous les avons trompés au mois de janvier lorsque nous avons été élus pour négocier et faire tout ce qu'il fallait pour trouver une autre possibilité que le mémorandum. Le gouvernement n'a pas fait cela. Le gouvernement dit que pendant 5 ou 6 mois, nous nous sommes battus contre le mémorandum, mais comme vous venez de le dire très justement, ils veulent dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Autrement dit, c'est un double langage. Soit on a eu tort de penser qu'il y avait une autre possibilité, dans quel cas nous devons présenter des excuses, ou alors on avait raison, dans quel cas, eh bien, j'ai bien raison de ne pas faire partie de ce gouvernement. Il y avait une autre possibilité. Malheureusement,
Notre cabinet de guerre, petite équipe resserrée de ministres avec le Premier ministre et 2 ou 3 autres personnes qui travaillaient sur la négociation. Eh bien, nous nous réunissions tous les jours et nous étions en train de concevoir une stratégie au jour le jour, à la semaine, selon les mois et même au bout d'un semestre. Mais nous n'avons pas été aussi unis qu'il aurait fallu l'être. Là, je vous parle d'expérience malheureuse, je l'avoue, c'est ainsi que ça s'est passé. Et nous avons employé un double langage dans le Eurogroupe. Moi, je faisais valoir la position que nous avions fait valoir dès le mois de janvier, mais par d'autres canaux, d'autres laissaient entendre que nous étions prêts à succomber et donc nous rendre. Et cela signifie qu'on essaye d'avoir... on a le cul entre 2 chaises, grosso modo. Et même si on s'était mis d'accord qu'il n'y aurait pas d'autre possibilité au mois de juillet pour Tsipras, moi je ne dirais pas cela, mais ça aurait quand même été difficile, mais guère plus difficile que la position qu'il a adoptée désormais. Mais même si on s'était mis d'accord, eh bien, il y a une troisième voie. Il y a la voie de la résignation, si vous voulez. Vous mettez en place un programme, vous le faites valoir. Au niveau de l'Eurogroupe, au niveau du FMI, vous faites valoir des alternatives au mémorandum. Ils vous écrasent, on organise un référendum et on demande au peuple grec de vous soutenir en votant non. 62% des électeurs. Donc là, c'est quand même un pourcentage courageux, dirons-nous, va à l'encontre du secteur bancaire, va à l'encontre des menaces de la Troïka, de l'Eurogroupe, du Conseil européen, de la presse internationale, de la presse grecque, de la Troïka, de l'oligarchie en place. 62% du peuple grec vous soutiennent et votent non. Et du jour au lendemain, on tourne ça en oui. Mais non, il ne faut pas faire ça. Si vous n'avez pas les tripes et si vous pensez, comme l'a dit Vitsas, que ce clash, eh bien, c'est pas possible, eh bien, il faut démissionner. Avec Alexis, pendant des mois, au jour le jour, on se disait que s'il nous oblige à accepter un autre prêt de prédateurs, un prêt que l'on ne pourra pas repayer, qui vont nous écraser sur le plan économique, eh bien, on prend les clés de nos bureaux de ministres, on les donne à l'opposition conservatrice et on leur dit, eh bien, à vous. Allez, vous l'avez déjà fait, ça vous plaît, hein? Eh bien, reprenez les clés, tiens. Mais au dernier moment, c'est pas le choix qui a été fait, ça. Léna. Mais à quel moment vous avez compris que les négociateurs grecs au niveau du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire là où siégeait Alexis Tsipras, ne disaient pas la même chose que ce que vous disiez vous à l'Eurogroupe? Parce que vu de Paris, on avait l'impression que vos partenaires européens l'avaient compris depuis un petit moment, ce qui avait largement contribué à affaiblir votre position. 27th of April. Le 27 avril. You want more? Oui, Ça répond à votre question? Comment vous l'avez appelé? Yes, please. All the details. I'm not going to give you details. Non, je ne vais pas vous faire part des détails. Non pas que Tsipras parlait au Conseil européen, non. Il y avait des personnes qui faisaient des fuites, qui fuitaient le fait que nous allions accepter des concessions que je juge suicidaires. On est au 27, 28, 29 avril, et moi j'ai découvert à ce moment-là que notre parti, notre équipe, avait proposé des excédents primaires beaucoup trop élevés, acceptant une austérité supplémentaire, si vous voulez. Et ça a été fait sans que je le sache. Ça a été fait à mon insu. À ce stade, j'ai compris qu'il fallait attendre la fermeture des banques parce que les autres sauraient que nous étions divisés et que nous n'avons pas cette unité derrière cette proposition simple. Autrement dit, on ne va pas accepter plus d'austérité et on veut un allègement de la dette. Ces deux exigences, ces deux propositions étaient les nôtres et nous étions prêts
à être extrêmement souple sur les réformes, même des réformes qu'on ne souhaitait pas, même des réformes des retraites, de la fiscalité, des réformes qui feraient du mal au peuple grec. On a dit qu'on était prêt à accepter cela, mais pas la logique de base de notre proposition, qu'il fallait mettre fin à ce cycle de dette et d'inflation. Il fallait un allègement de la dette et un excédent primaire faible. Et lorsque j'ai appris tout cela, j'ai posé la question. Il ne me demandait pas de nom, hein, mais vous pouvez imaginer qui. Pourquoi avez-vous cela? Pourquoi avez-vous donné l'austérité sur un plateau d'argent, 3,5%? Voilà. Et la réponse, eh bien, c'est pour qu'ils nous donnent un allègement de la dette. Mais moi, j'ai dit, si vous leur donnez l'excédent primaire, ils ne vont jamais vous donner l'allègement de la dette parce que c'est comme si vous déclariez que votre dette est soutenable. Et si vous perdez sur le terrain de cet excédent et sur le terrain de la dette, eh bien, vous avez perdu sur tous les tableaux. Vous êtes liquidé. Donc je savais que l'échec était proche. Mais j'espérais qu'on serait soutenu par le peuple grec si courageux. Le peuple grec nous a soutenus, il a été à la hauteur, mais malheureusement ça n'a pas marché. Mais est-ce que du coup, dans ce que vous dites, finalement, est-ce que c'est vraiment les institutions européennes qui ont tordu le bras au gouvernement grec, ou est-ce que le gouvernement grec s'est plié, enfin, s'est lui-même donné aux institutions européennes? Parce que dans ce que vous dites là, c'est ce que disent par exemple certains représentants français, ils disent mais attendez, les Grecs, c'est ce qu'ils nous ont proposé. Look, Alexis Tsipras and I have this Alexis agreement. Tsipras et moi, nous sommes en désaccord. Nous avons pris des voies divergentes. Mais à l'époque, nous étions ensemble, nous étions camarades. Et non, ce que vous dites, non. Alexis Tsipras et personne au gouvernement ne voulait emprunter cette voie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être que d'un point de vue tactique, on a des divergences. Peut-être que sur les stratégies de négociation, on a des points de vue différents. Mais nous étions unis contre cette idée. Nous savions tous, nous comprenions tous que la Grèce avait besoin de trois choses. Allègement de la dette, pas d'austérité supplémentaire. La consolidation fiscale, oui. On disait qu'il y aurait un excédent budgétaire, mais pas énorme, et des réformes sérieuses pour améliorer l'efficacité, pour éviter l'évasion fiscale, notamment la corruption, et ainsi de suite. Donc, pour ces idées-là, on était unis. Personne au gouvernement ne voulait tordre le cou à ça. Nous avons fait des propositions à la Banque centrale européenne, à la Commission et au FMI qui étaient très modérés. Mais aucun intérêt n'a été marqué. Ils ne voulaient même pas discuter avec nous. Ils n'avaient qu'un seul objectif en tête, rejeter le gouvernement, renverser le gouvernement qui était audacieux au point de dire que ce qui leur était proposé était voué à l'échec. Donc prenez l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et la France. Donc ça, c'était au dernier niveau. Ils voulaient une démonstration du fait que voilà ce qui se passe lorsque vous votez pour un gouvernement qui a l'audacité de remettre en cause ce que nous disons, même si nous nous trompons complètement. Donc c'était du domaine de la punition politique. C'est de la politique du 19e siècle. Vous écrasez un peuple fier pour montrer aux autres peuples que la résistance n'est pas bonne. C'est la diplomatie qui n'utilise pas les tanks, mais les banques. Comparaison avec la Tchécoslovaquie. La normalisation se passe par les banques et pas par les tanks cette fois-ci. Yes. Ludo. Mais je voudrais juste revenir sur ce point parce que si jamais il n'y avait pas eu ces deux lignes à certains moments de la négociation du côté grec, est-ce que vous pensez que vous auriez pu obtenir davantage? Et est-ce qu'il y avait quand même de la place pour obtenir certaines victoires? Ou alors vous pensez que le combat était perdu d'avance dès début février? C'est pas tout. Voilà, c'est deux. On ne saura jamais, parce qu'on a eu l'occasion, et cette occasion, nous l'avons gâchée. Et c'est pourquoi je suis triste. Il serait bénéfique de suivre notre plan jusqu'au bout.
Sur le plan personnel, et là c'est de la spéculation, je ne peux rien prouver, hein, parce qu'on n'a pas utilisé cette occasion, mais je dirais de manière spéculative que si nous avions tenu bon jusqu'au mois d'avril ou mai, si on était très clair sur le fait que la fermeture des banques apporterait une vengeance, et en particulier qu'il y aurait une réduction sur les 27 milliards d'obligations grecques de la Banque centrale, et on avait la possibilité de le faire, hein. On avait le droit de le faire parce que c'était la dernière partie de la dette grecque selon la loi grecque. Si on avait clairement exprimé le fait que c'est ça qu'on allait faire, ça aurait été différent, tout en disant que nous étions particulièrement souples pour discuter de leurs préoccupations, pour établir de la confiance entre nous, de leur donner des moyens de s'assurer que, quelles que soient nos promesses, eh bien, tout cela serait mis en œuvre. Eh bien, personnellement, moi, j'ai été prêt à faire tous les efforts imaginables pour établir cette confiance. Et même avoir des gens dans notre ministère pour nous superviser, parce que je reconnais qu'en Grèce, il y a un problème de crédibilité, étant donné ce qui s'est passé dans les gouvernements précédents pendant des décennies. Donc, nous étions prêts à consentir des efforts énormes, et je crois que la combinaison de cette souplesse maximale avec cette tentative à établir de la crédibilité auprès de nos créanciers et une attitude inflexible par rapport à certains éléments que j'ai déjà mentionnés et la menace d'un haircut sur ces 27 milliards d'obligations, je crois que tout cela, ça aurait fonctionné. Au bout du compte, il y aurait eu une issue qui n'était pas l'idéal pour nous, hein. Tout le monde aurait été frustré. Autrement dit, ça aurait été un bon compromis. Et Louis. Vous êtes ici dans un journal. Au cœur de la démocratie, il y a la question de sa lisibilité. Le droit de savoir, le droit d'être informé pour que la politique soit lisible. Dans ce qui s'est passé, dont vous témoignez ce soir, au fond, vous avez été aussi comme un lanceur d'alerte, un whistleblower, un insider qui dévoile l'opacité. Quand vous faites ce discours affranchi qui a été traduit par une blogueuse de Mediapart, connue comme Monica M, vous commencez en disant « Un spectre hante l'Europe, le spectre de la démocratie », reprenant la formule de Marx et Engels au début du manifeste communiste. Est-ce que vous pourriez raconter, pour ceux qui nous écoutent, ce que vous avez, comme si vous étiez un enquêteur, découvert sur cette stupéfiante opacité de l'Europe? Tous ces mécanismes qui font que pour les citoyens, elle est illisible. Les réunions de l'Eurogroupe, le moment où vous avez été exclu, où on a vu qu'il n'y avait pas de statut juridique, en fait tout cela. Racontez-nous cela. L'héritage du premier gouvernement de Syriza et ce que nous avons fait au l'Eurogroupe, eh bien c'est justement cela. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont peut-être pas d'accord avec moi, qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment peut-être pas notre gouvernement, Tsipras, ou même la rhétorique anti-austérité. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas un seul Européen qui a compris, avant notre intervention, le déficit de démocratie qu'il y a dans toute sa gloire en Europe. Il faut se souvenir que la zone euro n'est peut-être pas la plus grande économie du monde, mais l'une des deux plus grandes économies au monde. C'est notre espace. C'est notre espace économique. La France, l'Allemagne, c'est notre espace. Et une macroéconomie de cette ampleur, avec pour des milliards de gens, pas simplement pour les Européens, qui est gouvernée par une société secrète comme au Moyen-Âge, des gens qui se réunissent à huis clos et qui
ne donnent jamais de procès-verbal. C'est pas qu'on ne publie rien, c'est que personne ne prend de notes. Tout est oral. Voilà, tout est oral. Mais les mots sont comme des armes. Et ce sont des canons, ce sont des mots qui déterminent l'avenir de nombreuses nations. Donc à chaque fois que j'étais là, j'étais pleinement conscient des espoirs et des craintes de mes concitoyens grecs qui reposaient sur mes épaules. Vous voyez comment je file une métaphore un peu militaire, mais c'est pas faux, hein, tout ça. Et assister à ces réunions qui duraient 10 heures, lorsqu'il fallait constamment intervenir de manière assez vive au nom de son pays, sans que personne ne prenne la moindre note. Et moi, je sortais en me disant, mais je suis dans un brouillard complet. Quelle confusion, quel épuisement. J'avais une impression de me souvenir vaguement de ce que j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais plus. Il n'y a pas de prise de note, il n'y a pas de note. Le Premier ministre m'appelle et me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait une espèce de synthèse, mais je ne pouvais rien prouver. Alors évidemment, j'ai commencé à enregistrer. Et je suis sûr de ne pas être le seul. Mais moi, j'ai dit que j'enregistrais, alors que les autres ne le disent pas. Bref, ça c'est une problématique, le manque de procès-verbaux. Comme le dit Julian Assange, notre civilisation est une archive de ce qui se dit et de ce qui s'écrit. Et si une démocratie n'a pas d'archive, ne prend pas de notes, eh bien ce n'est plus une démocratie, particulièrement lorsque tout se fait à huis clos. Donc on n'a pas accès à ce que ces gens disent. Et c'est pourtant les gens qui vous représentent. Hein. Et il n'y a pas moyen de savoir ce qu'ils ont dit, même dans 100 ans. Ils pourraient vous dire qu'il y a quelques questions qu'il ne faut pas immédiatement traiter et en public. Ils pourraient dire ça dans 5 ans. Et on pourrait, dans 5 ans, donner un procès-verbal. Non, impossible, ça n'existe pas. Troisièmement, l'Eurogroupe n'existe pas. Lorsque le président de l'Eurogroupe a pris une décision que j'ai remise en cause, il s'agissait de publier un communiqué. J'ai dit, attendez, vous savez que je ne suis pas d'accord avec le communiqué. Hein. Et à l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle la règle de l'unanimité. Et vous ne pouvez pas publier ce communiqué si je ne suis pas d'accord. Et il a dit, oh, bah, si, je peux. Alors j'ai demandé à un expert juridique. J'ai écrit, et on voit ça dans le monde diplomatique. Donc, il y a eu tout un tas de confusion. Et puis, un responsable a dit, au bout du compte, Monsieur Varoufakis, s'agissant de votre question du point de vue juridique de la publication du communiqué, il n'y a pas de règle parce que l'Eurogroupe n'existe pas selon la loi européenne. Par conséquent, le président peut faire ce qu'il veut. C'est une démocratie, ça? Quelle démocratie est gérée par un groupe qui n'existe pas, dont le président, qui ne répond à aucun parlement, hein, bon, d'accord, il n'est pas, il est lié au parlement néerlandais, c'est tout. Mais les Américains ont une expression, il faut savoir où s'arrête where the buck stops, où il faut s'arrêter lorsque l'on paye les gens. Eh bien, l'Europe, lui, l'euro n'a pas de limite. L'euro écrase tout le monde. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de parlement qui peut appeler l'Eurogroupe et dire « Attendez, qui vous a autorisé de faire ça? Qui vous a permis de faire ça ?» Tony Benn, du Parti travailliste britannique, a dit que dans des démocraties constitutionnelles, il faut toujours poser la question de savoir quels sont les pouvoirs dont disposent vos leaders politiques. Qui vous a donné ces pouvoirs? Qu'allez-vous faire de ces pouvoirs? Et comment est-ce qu'on peut se débarrasser de vous si besoin? Personne ne pose cette question à l'Eurogroupe. À chaque fois qu'on arrive à un accord, il y avait Michel Sapin, Schäuble, moi, de Guindos d'Espagne. On retournait chacun chez soi. Et personne ne défendait la décision. Tout le monde disait, ouais, bon, c'était une décision, c'était un compromis, c'était pas si mal, mais personne n'était d'accord avec moi. Donc personne n'est responsable quand tout le monde dit ça. Bon, bref, je vous la fais plus brève. Le printemps d'Athènes, notre petite rébellion qui a duré 5 mois avant le crash, avant l'écrasement par les banques, je veux dire. Ce printemps a laissé des traces en Europe. Et aujourd'hui, les Européens ont une obligation.
Et cette obligation, c'est d'exploiter ce que nous avons réussi à faire. Jusqu'à l'année dernière, on ne savait pas en Europe que notre grande eurozone est gérée de la façon que je viens de décrire. Maintenant que les gens le savent, les citoyens de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Finlande, de Slovaquie doivent prendre leurs responsabilités pour l'état de l'Union, en quelque sorte. Ouais, Toujours peut-être sur ces questions de démocratie. Ouais. Je voulais revenir sur le moment du référendum que vous avez déclenché début juillet. Il y a eu à Bruxelles, il y a eu une vraie incompréhension par rapport à ce référendum. Ça a provoqué la colère de pas mal de monde aussi à Bruxelles. Et vous avez beaucoup joué la carte, effectivement, de la souveraineté du peuple grec et de la démocratie grecque contre Bruxelles et ses dysfonctionnements démocratiques. Des gens disent aussi, autour de la table de l'Eurogroupe, il y a des ministres et qui ont effectivement été... chaque pays a été voté des plans de sauvetage précédents de la Grèce devant leur propre parlement, devant le Bundestag, devant le parlement finlandais, etc. Et donc en fait, il y a aussi des légitimités que porte chacun des ministres autour de la table de l'Eurogroupe. Et donc c'est peut-être aussi un peu plus compliqué que juste un match entre la démocratie grecque et le fonctionnement de Bruxelles. Qu'est-ce que vous répondez à ces objections qu'on a pu vous faire à l'époque du référendum ? I think I answered that point in my very first Eurogroup, which was early February. En début février, j'ai assisté à mon premier Eurogroupe, avant que personne n'ait dit quoi que ce soit. Lorsque vous êtes le jeune, le blanc-bec, on a la possibilité de parler en premier. Donc j'ai dit ça moi-même. J'ai dit, je suis ravi d'être ici, on va travailler avec vous, nous avons un mandat, nous venons d'être élus, et je comprends que vous tous, vous avez un mandat. Moi, mon mandat n'est pas plus important que le vôtre. Tout ce que je demande, c'est le droit d'être entendu, le droit de vous expliquer ce qu'est ce mandat grec et de trouver un terrain d'entente. Et Michel Sapin m'a soutenu lorsque j'ai dit qu'il y avait deux principes qui allaient à l'encontre l'un de l'autre. Tout d'abord, le principe de continuité. Les gouvernements grecs qui nous ont précédés avaient signé un protocole d'accord, une sorte de traité avec l'Eurogroupe. Et étant donné la continuité de l'État, ça ne signifie pas que l'élection d'un gouvernement peut annuler ses engagements. Mais il y a un deuxième principe, qui est le principe de la démocratie, principe selon lequel nous avons été élus pour renégocier ce protocole d'accord, parce qu'il ne fonctionnait pas, et le peuple grec a décidé cela. Qu'est-ce qui se passe dans une démocratie lorsque deux principes vont à l'encontre l'un de l'autre? Eh bien, il y a un compromis. C'est pour ça qu'on a créé les démocraties. Si c'était blanc ou noir, ce serait trop facile. Hein. Les ordinateurs pourraient nous dire quoi faire. Et ce ne serait pas très démocratique. Donc c'est ça mon discours lors de la première rencontre avec l'Eurogroupe. Et j'ai déclaré notre engagement à trouver ce terrain d'entente entre le mandat du gouvernement grec, le mandat des autres États membres et évidemment l'existence de ce protocole d'accord. Wolfgang Schäuble, après que Sapin m'a soutenu, a pris la parole et a dit « Les élections ne peuvent pas permettre le changement de quoi que ce soit. » Et il dit « À chaque fois qu'il y a une élection, il y a un nouveau gouvernement qui arrive au pouvoir, à ce moment-là, il faudrait renégocier tous les accords. » Et moi j'ai dit « Eh bien ça c'est le plus grand don au Parti communiste de Chine, parce qu'ils pensent que les élections ne peuvent rien changer parce que c'est inefficace. » Et quelle était sa réponse? Aucune réponse. Il n'a pas répondu. On a passé à autre chose. Venons-en au référendum. Là, on en est au début, hein, avant même le début de la négociation. Ça, c'était le bonjour, si vous voulez. Venons-en à la fin. Pourquoi avons-nous organisé un référendum? Eh bien, parce que les négociations n'allaient nulle part. Et la raison pour laquelle les négociations n'allaient nulle part, c'est que nous faisions des propositions et l'autre côté nous assommait et ne faisait aucune proposition. Ils nous demandaient notre point de vue sur la TVA. On leur faisait une proposition. Ils disaient non, on n'aime pas, on continue. Les retraites. Qu'est-ce que vous proposez sur les retraites?
On faisait une recherche des données, les chiffres. On travaillait à Bruxelles, à Athènes avec nos équipes pour trouver la vérité des chiffres. Puis on trouvait une proposition. Ah non, ça ne nous plaît pas. On passe à la privatisation. Même chose. Donc, on était un petit peu comme un chat qui se mord la queue. Et on tournait en rond. Et la raison pour laquelle les négociations n'avançaient pas, c'est ça. Et la Troïka, de son côté, ne proposait rien. La Troïka ne faisait que rejeter nos propositions. Point final. Et il faisait cela parce qu'il savait qu'on manquait de liquidité et qu'il faudrait signer, parce qu'il faudrait quand même fermer les banques un jour. Il le savait. Donc, la première proposition faite par la Troïka est arrivée à la fin juin. Et dans l'Eurogroupe, cela m'a été donné sous forme d'ultimatum. C'était le 25 juin, je vous rappelle, que le programme a pris fin le 30 juin. Autrement dit, s'il n'y avait pas d'accord dans les quelques jours suivants, eh bien, les banques allaient fermer. Parce que Draghi n'aurait plus le mandat légal, il l'avait, mais il disait qu'il n'avait plus, pour maintenir la liquidité dans les banques grecques. Donc, nous avons étudié la proposition émanant de la Troïka. Elle était décomposée en trois parties. Tout d'abord, l'aspect fiscal, avec l'excédent, bon bref, appelons ça l'austérité. Deuxièmement, le financement. Et troisièmement, toutes les réformes, le marché du travail, les retraites et ainsi de suite. Mettons de côté la troisième partie. C'était simplement une façon d'humilier un parti de gauche en acceptant des licenciements de masse. Parlons du financement. Si ça avait été écrit par un étudiant de première année, moi je lui aurais mis 0. Peut-être 4 sur 20 si vous voulez. Ça ne fonctionne pas ce truc-là, ça ne fonctionnait pas. Voilà, c'est tout. Pas final, bon, on met les chiffres, on fait les comptes, ça ne marche pas. Ensuite, vous avez l'austérité et le non-allègement de la dette. Donc tout ça pour dire que cette proposition n'était pas viable. C'est pire que ce que nous avons maintenant en fait. À mon avis, au mois de septembre, la Grèce aurait été en faillite à nouveau. Donc, accepter cela le 25 juin? Non. Donc, nous en avons parlé en détail, le Premier ministre avec ce cabinet de guerre dont je vous ai parlé. Et on est arrivé à une conclusion toute simple. On ne peut pas signer ça. C'est un torchon, ça a été créé pour faire faillite en l'espace de quelques mois, et pas quelques années. Donc, on n'a pas eu le droit, le mandat, si vous voulez, de dire, bon d'accord, on accepte. Donc, parce que c'est démocratique, le peuple n'aurait pas voulu ça. En même temps, en raison de ce que vous expliquez, nous n'avons pas l'impression d'avoir un mandat pour heurter Schäuble, Merkel, Draghi, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, le Premier ministre, nous nous sommes mis d'accord, et nous nous sommes mis d'accord pour dire au peuple grec, eh bien la situation est la suivante, voici l'ultimatum, on ne peut pas le recommander, mais en même temps, nous n'avons pas votre confiance pour entrer en clash avec l'Europe. C'est à vous de choisir, oui ou non. Nous, nous recommandons non. Si vous dites oui, eh bien on vous suivra. Sinon, on se battra. Dans la réunion de l'Eurogroupe qui s'est tenue 2 jours plus tard, le 27, j'ai annoncé à mes collègues ce qu'on allait faire. Vous auriez dû voir la réaction. La colère. De la colère face à l'audace du gouvernement grec de demander à son peuple, l'un des meilleurs ministres des Finances, sur le plan intellectuel et technique, a pris la parole. Quelqu'un avec qui je m'entendais bien a dit
Yanis, ce que vous faites est absurde. Vous soumettez des questions très complexes au peuple. Et j'ai dit, mais oui, ça s'appelle la démocratie. C'est un système, voyez-vous, c'est un système très étrange, où on se tourne vers le peuple. Et dans ce peuple, il y a des gens riches, pauvres, intelligents, stupides, éduqués, pas éduqués, et chaque personne a une voix. Et on leur dit, eh bien, l'avenir du pays est entre vos mains. Et c'est ça qu'on fait. Et c'était clair que les restes de l'Eurogroupe méprisaient cette idée de la démocratie. Une dernière chose, pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur le fait d'être lanceur d'alerte. Les ministres des Finances participaient à cette discussion alors qu'ils étaient dans l'obscurité la plus totale. Ils manquaient totalement d'informations sur les propositions du gouvernement grec et sur les propositions de la Troïka. Ils n'avaient aucune idée de ce que la Troïka nous disait et de ce que nous disions à la Troïka, que ce soit par écrit ou à huis clos. À 2 reprises, j'ai demandé à envoyer au ministre des Finances nos propositions par écrit. Et on m'a prévenu. On m'a dit que cela serait un casus belli, m'a-t-on dit. Et le ministre des Finances allemand, Schäuble, m'a expliqué, eh bien, vous ne pouvez pas faire ça, parce que si vous m'envoyez votre proposition par écrit, il va falloir que je les soumette au Bundestag, au Parlement allemand, et à ce moment-là, Dieu sait ce qui va se passer. Ce sera impossible, on ne pourra pas faire face. Et le chef de l'Eurogroupe m'a dit de ne pas envoyer de courriel à qui que ce soit. Et à un moment donné, le ministre des Finances irlandais, j'ai écrit un article là-dessus dans le Irish Times, m'a dit, bon, j'ai été pratiquement en désaccord avec lui surtout, mais là, on est d'accord, il a levé la main, il a dit, chers collègues, est-ce que vous vous rendez compte que vous me demandez d'avoir une opinion sur ce qui se passe ici, alors que moi, je n'ai pas eu la moindre page A4 sur les propositions de la Troïka ou du gouvernement grec, je ne m'en tiens qu'à la presse, en l'occurrence le Financial Times. Donc vous voyez, mépris de la démocratie, déni de la démocratie, déni de la voix du peuple et de la capacité du peuple à prendre les bonnes décisions et mépris, déni même des ministres des Finances au sein de l'Eurogroupe. Mais vous savez, Yanis Varoufakis, ici même, avec les journalistes que vous voyez là ce soir, je m'en souviens très bien, c'était au début du mois de juillet. Il faisait chaud, on avait ouvert les fenêtres. Il y avait beaucoup de Grecs de Paris qui se sont exprimés. Ah, vous n'entendez plus la traduction. Je vais avoir... Là, ça va mieux? There's nothing on the... Ah. There's no power. No, alors, there's no power. Alors, on est en direct, mais tant pis, voilà, on va voir ici. C'est bon? Ça marche? Ok. Donc, on était réunis ici, on a fait une véritable réunion électorale sur le référendum, avec des gens de Syriza qui n'étaient pas forcément d'accord. Je me souviens même qu'il y avait un représentant de Potami, et on était tous d'accord. Une future ministre du nouveau gouvernement, et on était tous d'accord en disant ce que vous venez de dire, que la Grèce donnait une leçon de démocratie à l'Europe. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le peuple grec a répondu à une question qui ne lui était pas posée? Est-ce qu'on ne lui a pas posé la bonne question? Ou est-ce qu'après lui avoir posé cette question et après sa réponse éclatante, 62%, un triomphe, eh bien on a trahi sa parole? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est votre analyse démocratique et politique de ce référendum où on pose une question à des gens, ils répondent, on ne fait pas ce qu'on leur a promis, et pourtant ils revotent pour le parti qui les a trahis. Est-ce que vous imaginez, pour nous qui suivons ça, parfois avec sympathie, mais aussi une part de naïveté, j'imagine, à quel point la situation est devenue illisible, incompréhensible? Oui, je comprends bien, mais c'était pas du tout obscur pour le peuple grec, qui avait suffisamment souffert. Et les Grecs avaient un 6e sens, ils comprenaient bien ce qui se passait. La question qu'on leur a posée était la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet ultimatum qui nous a été présenté? Dans un référendum, il faut être très précis. Donc,
il y a eu la proposition de la Troïka. C'était écrit en 3 parties, noir sur blanc, et c'était un ultimatum. Voilà. On m'a dit, et c'est à prendre ou à laisser, en quelque sorte. Voilà ce qu'on m'a dit, verbatim. Eh bien, face à un ultimatum, on dit oui ou non. Nous avons demandé au peuple. Et ça a généré la furie d'Eisenblum. Et ils ont décidé de nous dire « Ah ben non, finalement non, pourquoi vous faites le référendum? Parce que cette proposition ne vaut plus. » Et nous, on a dit « Vous rigolez, on a la proposition, on va faire le référendum. Et même si vous retirez votre proposition, moi je veux savoir si le peuple aurait été d'accord ou pas. » Le peuple grec savait très bien de quoi il s'agissait. Il votait en connaissance de cause, il connaissait les risques. Il savait... Et là, je vais interpréter un petit peu les choses. C'est un peu de l'exégèse, certes, mais c'est le mieux que je puisse faire. Et je crois ce que je veux vous dire. Ils nous ont dit, on ne veut pas sortir de l'euro, on veut rester dans l'euro. On ne veut pas de clash avec l'Europe, on veut un accord honorable. Mais s'ils vous poussent, et s'ils vous obligent à signer encore un protocole d'accord, encore un mémorandum, eh bien, qu'ils aillent se faire voir en quelque sorte. C'est ça que nous ont dit les Grecs, et on les a trahis. Bon. Et puis ensuite, ce peuple trahi a voté pour le parti dont il pensait qu'il serait le moins mauvais pour la mise en œuvre d'un accord impossible à mettre en œuvre. Le mystère sur lequel vous interrogez, l'énigme sur lequel vous interrogez Frédéric, est important pour nous ici en France. Parce que ce contraste entre le non du référendum et le vote pour le gouvernement, à nouveau pour Tsipras et Syriza, est utilisé par Michel Sapin, François Hollande, pour dire c'est bien la preuve que notre façon de faire, pragmatique, réaliste, sans de grandes déclarations, est la bonne, pour dire vous voyez bien que cela paye électoralement, pour dire cela à son parti et aux électeurs de gauche. Qu'est-ce que vous diriez aux électeurs de gauche français? That you just committed suicide as vous venez de vous suicider. What happened on the 12th Que s'est-il passé le 12 et 13 juillet avec la connivence de Michel Sapin et du président Hollande? Il y a eu un acte qui a consisté à prendre un Premier ministre élu démocratique et à le mettre dans la position impossible qui consiste à avoir à choisir entre la fermeture sine die des banques ou alors l'acceptation d'un programme conçu par la Troïka qui n'a jamais demandé à Michel Sapin quoi que ce soit, évidemment. Et prendre un gouvernement élu démocratiquement dans cette situation-là, menacer même que vous allez faire quelque chose d'illégal, on ne peut pas menacer un État membre de sortir de l'euro et utiliser la division de la zone euro, de l'union monétaire, comme menace pour qu'on accepte une politique vouée à l'échec au nom de la gauche et de la démocratie. C'est pourquoi le Parti socialiste de ce pays aura beaucoup de mal à convaincre le peuple français qu'il faut aller au-delà du premier tour des élections. Je parle des présidentielles. Vous dites que c'est un suicide pour la gauche française. En même temps, pour l'instant, ils disent « Mais regardez, nous, on est au pouvoir. Podemos, en Espagne, a soutenu Syriza pour la campagne électorale. Et les socialistes français se sont incroyablement réjouis de la victoire d'Alexis Tsipras et disent d'ailleurs que finalement, aujourd'hui, entre le Parti socialiste et Syriza, c'est assez proche. Et c'est finalement la gauche plus radicale qui est très minoritaire. Donc finalement, est-ce que vous dites que c'est un suicide à moyen terme ou est-ce que c'est finalement un suicide symbolique, mais dans les faits, c'est eux qui aujourd'hui remportent des victoires?
It's the 1930s all over again. Eh bien, on est en 1930. Là. Remember the Socialist Party Vous vous souvenez du Parti socialiste dans les années 30 maintaining the policies that qui crushed the maintenait French economy and la prepared politique this qui a nation écrasé for the l'économie fall. française et qui a amené à Remember the way in which 39. everybody was doing Souvenez-vous de la in the façon 1930s, dont on that agissait which dans les années 30. Les gens pensaient agir selon leur propre intérêt. Le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé avec la swastika partout en Europe, la croix gammée. It is true that if you C'est vrai que operate si like a completely l'on fonctionne visionless, somebody without vision, sans vision, who simply wants to adapt si on veut themselves simplement to the s'adapter constraints aux contraintes du moment, and priorities, et si on veut s'adapter aux priorités, on se dit, bon, Syriza I will a échoué, je vais suivre la même politique que celle qui a maintenu la gauche à l'écart du pouvoir de manière à arrêter la fragmentation du parti socialiste, Renzi, qui exploiterait ce qui s'est passé en Grèce pour éviter la fragmentation du parti démocratique en Italie. everybody does Eh bien, whatever it is that they chacun think is their fait narrow ce qu'il self-interest. And pense together, être dans son intérêt. Et ensemble, that causes the collapse de manière of collective, Europe's eh bien, integrity and Europe's morality. ils font échouer Exactly like in the la 90s. moralité et l'intégrité de l'Europe, comme dans les années 30. Ce serait bien si le président Hollande, The SPD in Germany, ou la SPD en Allemagne, the socialists in Spain, les socialistes Anyway, espagnols, n'importe qui, peu importe, à vrai dire, asked a very simple question. posez une question toute simple. Instead of using the kind of Plutôt narrative que de logic that you very correctly. d'employer cette logique que vous avez fort justement décrite. Hein. And the question should Et la be, question toute simple serait la suivante. what policy Quelle would politique allow the Eurozone economy permettrait à l'économie de la zone euro for de growth to return reprendre du poil de la bête, d'avoir à nouveau de la and for croissance creating again et permettrait forces de créer à nouveau integration, les forces d'intégration, ce qui permettrait de lutter contre les forces centrifuges de désintégration pour ne pas the Nazis in Greece, qu'il y ait l'avènement des nazis en Grèce, de la menace de Le Pen en France, peasant de that are rising up la misanthropie des populistes qui, comme dans les années 30, constituent les seuls bénéficiaires de cette perte de vision quant à ce qui doit être fait pour stabiliser l'économie sociale de l'Europe. Mais vous avez à nombreuses reprises critiqué la faiblesse de la position française dans le soutien au gouvernement grec et aussi dit que la France finalement était assez faible à la table de l'Eurogroupe ou même du Conseil européen. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la France est faible aujourd'hui économiquement et politiquement en Europe? C'est un peu l'argument que donne le gouvernement français aujourd'hui en disant bah oui, mais on est aussi dans un rapport de force. Ou est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont faibles politiquement? Well, I don't say that France is weak. The French government says that. They said Moi, je it ne dis to pas me. que la France est faible, c'est le gouvernement français qui Said to me at dit ça. times when I would Ça m'a été dit question why was it that they were lorsque saying one thing to me and quite je another demandais to the pourquoi Euro. on me disait une chose à moi, autre chose à l'Eurogroupe. Et bien on me dit, oh, la France n'est plus ce qu'elle était, vous C'est savez. Michel Sapin qui vous disait ça. Well, yes, indeed. Oui, c'est vrai, And, c'est Sapin. if you look at the way Et that si l'on President regarde la Hollande façon dont le président conducted Hollande himself during the negotiations, s'est conduit pendant les négociations tripartites avec Merkel et Tsipras, eh bien il était quoi? Absent. there in spirit, Il n'était pas l'eau. Il était là, il était présent, mais il n'a joué aucun rôle sérieux. and that is something that the French Et ça, voters, French citizens need to know. et il and faut understand. que les électeurs But français it's le not sachent. Hollande's fault. Mais ce n'est It's pas la not faute de Hollande, hein. Ce n'est pas la faute de Something Sapin deeper non plus. has been happening in Il this s'est country, passé and quelque you know chose de this plus better profond en France, et ça, vous le savez mieux que moi. You have me here. Mais étant donné que c'est I might moi as well qui share suis my votre invité, je vais quand même vous faire part de mon opinion, knowledge of même si elle est peu éclairée. something deep Donc, il y a un élément undermines profond qui the French nuit elite's capacity to reproduce themselves à since the early 80s. la possibilité de reproduction des élites Since, I think, depuis 1983 is a very pivotal les années 80. 83, c'est une année charnière. the law. Donc Mitterrand, Delors, Understood that ils avaient the compris Keynesian policies que in les this country politiques were failed. keynesiennes en France it was not étaient vouées à possible. l'échec They parce were qu'il right. n'était pas possible. Ils avaient raison. Hein. It was not possible to Il n'était pas reflate the French possible economy after the de 1980-81 crisis.
faire revenir à la surface l'économie française après la crise de 81-81 avec des méthodes keynésiennes pures et dures, lorsqu'il y a évidemment un contexte de globalisation et de l'Union européenne. Et ils ont décidé de se tourner vers une union monétaire sans l'union politique pourtant nécessaire pour créer un processus démocratique accompagnant le processus d'intégration monétaire. Eh bien ça, c'est l'arrogance française pur jus. Et je veux dire, par là, l'arrogance des gens qui ont fait des grandes écoles, les élites, comme vous dites ici. Ils pensaient pouvoir faire mieux que la Bundesbank. Ils pensaient qu'ils lutteraient contre l'inflation et qu'ils régneraient sur l'Europe comme ils l'avaient fait auparavant. Et en réalité, la Bundesbank a été très astucieuse parce que la Bundesbank a écrasé ce projet. Et les élites françaises, eh bien, souffrent depuis. Il y a eu une étape importante, c'était en 91 et en 92, avec le mécanisme de taux de change. Là, les responsables français faisaient semblant qu'il y avait de la parité entre le Deutschmark et le franc et que les deux monnaies constituaient les piliers de l'union monétaire. Et la Bundesbank a dit « oui, c'est ça ». Eh bien, encore une fois, vous vous êtes fait écraser par les Allemands. Eh bien, ça se produit depuis lors. Le fait d'avoir la crédibilité de la devise allemande avec la domination française de l'Union européenne, eh bien, c'est une idée stupide qui a échoué. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, la France n'est pas soutenable comme grande puissance. C'est une tragédie pour l'Europe parce qu'il faut pour l'Europe que la France soit une grande puissance. Edoui, une dernière question sur l'Espagne, peut-être. Juste, c'était un droit de suite, car à la question de Lénaïque, vous n'avez pas répondu sur Podemos. Ce n'est pas François Hollande, ce n'est pas le Parti socialiste. Et Podemos, Pablo Iglesias est venu au dernier meeting de la campagne de Syriza, et comme Podemos fait partie des alternatives, tient le même discours que vous sur les enjeux démocratiques, sur les élites oligarchiques, comment analysez-vous le fait qu'eux ont fait le choix du soutien à Syriza, même après la so-called trahison de Syriza? Pablo Iglesias, je le comprends. Podemos, je comprends très bien. Nous avons été un désastre pour eux. Parce que Syriza et Podemos chantaient ensemble, vous vous souvenez? Syriza, Podemos, Venceremos, mais ça n'a pas marché. Podemos, c'était lié à nous. Et nous avons trahi. Et nous avons trahi en même temps le peuple grec. Parce que nous sommes rendus, en fait. Nous avons été obligés de nous rendre pour que... Et donc, c'est la même histoire pour Podemos. Donc, Sinn Féin aussi, en Irlande. Donc, il n'y aurait pas de reviviscence de la gauche en France. Et donc, de ce point de vue-là, ça a fonctionné. Où que j'aille en Europe, et même en Grèce d'ailleurs, il y a toujours des gens qui étaient emballés par le printemps grec et qui me disent « Moi, je veux que vous soyez à nouveau avec Tsipras. Il faut se battre contre ce mémorandum. Il faut que vous aidiez Alexis. » Je comprends ce point de vue. Et je comprends pourquoi Pablo Iglesias se sent engagé envers Syriza et Tsipras lorsque l'opposant, ce n'est pas moi, c'est la droite. Et la droite veut mettre en place les politiques d'austérité et le protocole d'accord. Donc je comprends ce point de vue de Pablo Iglesias. Mais en même temps, je pense que Podemos doit créer son propre récit, son propre discours. Podemos doit comprendre que le peuple espagnol, France et ainsi de suite, ce sont des peuples sophistiqués. Il ne faut pas leur dire « Syriza, c'est fantastique, ils ont gagné l'élection, ils se battent ». Non. On peut dire les choses avec nuance. On peut leur dire « Eh bien, nous soutenons Tsipras, on comprend Varoufakis, qui ne suit pas exactement la même voie.
On peut dire ça au peuple. Ce qui s'est produit en Grèce, c'était un crime contre la démocratie, parce qu'aujourd'hui, Podemos est obligé de dire que Syriza a réussi au bout du compte. Et là, ils sont piégés. Ils sont dans le piège qui est le même que celui du PS français. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, nous, en Grèce. Nous avons commis de la barbarie contre la gauche et contre la démocratie. Et Podemos doit se servir de ça, doit exploiter ce récit-là. Le peuple espagnol est un peuple sophistiqué. Ce n'est pas la peine de leur servir une version simplifiée de la réalité. Yanis Varoufakis, ça fait 1 heure que nous dialoguons, nous avons parlé surtout de problèmes politiques et européens. Il y a un livre de vous qui sort en France que je n'ai pas encore montré, chez Flammarion, Un autre monde est possible, sous-titré Pour que ma fille croie encore à l'économie. Je le montre. Eh bien, la seconde partie de notre conversation va attaquer justement les problèmes économiques, avec une grande question qui plane, c'est ce fameux plan B. Vous êtes venu en parler ici avec des responsables politiques français, avec Arnaud Montebourg, on a montré le livre de votre discours de Frangy tout à l'heure qui a été traduit, mais aussi avec Jean-Luc Mélenchon. La question de la sortie de l'euro va aussi beaucoup planer, ou pas, va aussi beaucoup planer sur nos débats. Et on va faire une courte pause, parce que soit on avait le choix de faire un bazar total avec changement d'oreillette, etc., soit de nous arrêter 3 minutes. Donc, nous avons été adultes, on va s'arrêter quelques minutes, je vous le promets. Les intervenants vont nous quitter, d'autres vont les remplacer. Yanis Varoufakis, évidemment, vous restez avec nous. Donc, notre débat va reprendre dans quelques instants. Le temps de vous abonner à Mediapart, puisque, Edoui, avant que tu le dises, l'offre du jour, c'est 4 mois, 16 €. À tout de suite. Au début de la prochaine, je présente